How do we learn a new language? ¿Cómo aprendemos un nuevo idioma? Wie lernt man eine neue Sprache? ¿Cómo apprend-on une nouvelle langue? ¿Cómo impariamo una nueva lingua? Le chinois, c'est la magie. Google. 我们如何学习一门新语言 Bien, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, aborder de façon méthodique et aussi un peu scientifique finalement, comment apprend-on une nouvelle langue. Nous parlerons de finalement comment est-ce qu'on acquiert une nouvelle langue. Donc nous établirons la nuance entre apprendre et acquérir. Doit-on apprendre une nouvelle langue ou bien acquérir une nouvelle langue? Nous allons parler de ce qui fait toute la différence. Parce que, vous le remarquerez, il y a des personnes qui apprennent l'anglais pendant pas mal de temps, 2 ans, 3 ans, mais au final, leur niveau n'est pas terrible. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui, au bout de 6 mois, moins d'1 an, ont un niveau d'anglais assez honnête et assez intéressant. Donc, qu'est-ce qui peut faire toute la différence? C'est justement de ça que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. You are on English with Josemar, and it's a pleasure for me to have you here. Today, nous travaillerons à dégager la nuance entre apprendre une langue et acquérir une langue. Nous parlerons également... Nous parlerons également de language skills et de learning styles. Tout un programme. C'est parti. Eh bien, nous commençons par language skills. Ça, c'est quelque chose de très important, de très crucial à connaître lorsque j'apprends l'anglais. Parce que ça permet de savoir pourquoi est-ce que j'apprends tel et tel aspect de la langue et quel est l'impact que ça aura finalement dans ma capacité à m'exprimer en anglais. Language skills correspondra un peu en français à les compétences linguistiques, oui, si on veut. Et nous avons 4 language skills divisés en 2 catégories. Nous avons le listening, le speaking, le reading et le writing. Bien. Pourquoi est-ce qu'ils sont divisés ainsi dans ces 2 sous-catégories? C'est parce que les deux vont, n'est-ce pas, les paires vont ensemble. Listening va avec speaking et reading va avec writing. Bien, commençons par la première paire, listening and speaking. Peut-être la plus importante. La plus importante, en fait. Bien, lorsqu'on apprend une langue, le premier contact avec la langue doit forcément être listening. Oui, je répète. Lorsque on apprend l'anglais, le premier contact qu'on doit avoir avec cette langue, c'est le listening. Listening. Oui, c'est comme ça qu'on acquiert une langue. Oui, nous parlions d'établir, de faire la différence entre apprendre et acquérir. Vous allez voir que les petits enfants, par exemple, acquièrent la langue. Je ne sais pas de quelle langue vous êtes natif, mais vous allez voir que vous avez commencé à parler la langue de façon très naturelle à partir d'un certain âge. Parce que vous avez acquis, n'est-ce pas, les composants de cette langue de façon naturelle, par ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le input. C'est-à-dire, vous avez écouté votre entourage, vos parents, vos frères, bref, votre entourage en général, quand vous étiez encore un enfant, et de façon naturelle, n'est-ce pas, vous associez les sons que vous écoutez à des réalités physiques, peut-être la table, ainsi de suite, abstraites, la famine, l'amour, ainsi de suite. Donc, vous écoutez et, n'est-ce pas, vous mettez cela en rapport avec des éléments parfois concrets, parfois abstraits. Le listening, c'est la première des étapes par laquelle on doit entamer l'apprentissage d'une nouvelle langue. Je me souviens à l'époque, lorsqu'on apprenait l'allemand, la première des choses que notre enseignant a fait, c'était de nous parler en allemand. Levez-vous, asseyez-vous, et en faisant des gestes, vu que on ne comprenait absolument rien. Mais les gestes donc nous ont permis d'associer le son de ce qu'il disait, n'est-ce pas, à l'action que cela implique. La porte d'entrée, ça doit être le listening. Et maintenant, voici quelque chose. Beaucoup d'élèves me rapportent, je suis sûr que c'est pas seulement moi, les autres enseignants également. Donc bref, la difficulté de la plupart des élèves qui apprennent l'anglais, c'est le listening. Listening. Parfois on dit, moi, si je lis un texte, je comprends, et blablabla, voilà, quand je m'adresse. Mais lorsque je dois écouter des natifs parfois parler ou bien un programme en anglais, je ne comprends presque rien. C'est pourquoi? C'est parce que on a essayé, je sais pas si je vais dire tricher au début ou quoi que ce soit. Ben, en fait, c'est parce que peut-être on n'a pas commencé finalement à aborder l'apprentissage par ce listening. Et
Vous allez donc apprendre l'anglais, apprendre ainsi de suite, plutôt que l'acquérir. Donc bref, on commence par le listening, c'est très important. C'est le premier contact avec la langue. Et maintenant, le listening va impacter la manière avec laquelle vous allez parler. C'est pour ça que le listening va avec le speaking. Si vous écoutez l'anglais américain constamment, c'est ça votre listening, vous allez naturellement parler l'anglais avec un accent américain. Si vous écoutez le British English, votre anglais, bien évidemment, sera penché vers le British accent. Donc, ce qu'on écoute va déterminer, n'est-ce pas, la manière avec laquelle on va parler. Et je l'ai dit, ça, ce sont les deux composants les plus importants. Les plus importantes. Non, important, un composant. Le français. Les deux composants les plus importants, ce sont, oh là là, désolé, mon éclairage. Les deux composants les plus importants, c'est donc le listening et le speaking. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent l'anglais, mais ils ne savent même pas écrire, ils ne savent pas lire, mais ils parlent. Donc, on veut d'abord pouvoir communiquer, comprendre et se faire comprendre. C'est là les deux étapes primordiales. Et maintenant, le speaking, je le disais, est déterminé par notre listening. Est-ce que j'écoute un bon anglais? Est-ce que je pratique suffisamment d'exercices en listening? Et quand on dit pratiquer un exercice en listening, qu'est-ce que c'est? Nous reviendrons un peu plus tard en fin de vidéo. Donc, voilà les deux premières étapes. Ensuite, donc, par après, les deux composants suivants, c'est donc les deux skills suivants, c'est le reading et writing. Et le principe est le même qu'avec les deux premiers. C'est-à-dire, on commence d'abord par la lecture. Vous ne pouvez pas commencer par l'écriture. Qu'est-ce que vous allez écrire? Il faut d'abord lire. La lecture, c'est vous découvrez à quoi donc ressemble la langue écrite. Et c'est maintenant donc votre reading qui va déterminer votre writing style. Aujourd'hui, quand moi j'écris, j'ai un style particulier qui est impacté par ce que moi je lis. Donc ça marche partout. Donc reading is very important. Et les exercices donc qui vont avec ça, reading comprehension, ainsi de suite, qui vient donc nous amener à read and understand a text and the main points in a text and so on. Et par après, donc, on accompagne ça par des exercices donc de writing où on veut dupliquer, on veut soi-même mettre en application déjà notre connaissance de la langue que nous avons acquise au moyen de la lecture. Donc, reading, writing. Et c'est donc ça le processus d'acquisition d'une nouvelle langue. Vous vous exposez à la langue, you listen to the language and you try to connect, you try to link the sounds that you listen to real words, to real objects or concepts in the language. That's very important. And then you read, you discover the written form of the language, and then, and only then, you can also try writing. This is like these are the different steps you have to go through, and this is the order in which you have to go through them. And when you do so, you can talk about acquiring the language. Lorsque vous apprenez, ça va dans tous les sens, la grammaire ici, le vocabulaire et tout ça, on s'entremêle dans beaucoup de choses qui au final n'a pas un résultat des plus concrets. Le point suivant, nous l'avons dit, nous parlerons également de learning styles, et c'est le moment. Donc, lorsqu'on parle donc de learning styles, c'est en rapport avec les différents types d'apprenants. Parce que vous allez remarquer que très souvent, chaque personne a une manière un peu spécifique de mieux apprendre. Il y a des personnes qui aiment apprendre en lisant, lecture et tout le tralala. Il y a des personnes qui apprennent plus en écoutant, l'écoute, les podcasts, et j'en passe. Mais d'autres personnes ont besoin de voir des images, des vidéos, ainsi de suite. Elles apprennent mieux lorsqu'elles elles peuvent palper du regard, n'est-ce pas, la réalité qu'elles apprennent. D'autres en touchant et tout le tralala. Donc, on a, n'est-ce pas, différentes manières d'apprendre. Et il est capital, n'est-ce pas, de savoir quels sont les différents types de learning styles. Trouver quel est le learning styles qui vous correspond le mieux et associer, n'est-ce pas, cela avec votre acquisition de l'anglais. Bien, donc, the first learning style, well, si first, ça c'est l'ordre dans lequel je veux les donner. Donc, nous avons visual learners, visual. Donc, ça, c'est le type d'apprenant qui aime mieux
lorsqu'il peut palper du regard la réalité qu'il apprend. Hein. Et ce genre d'apprenant favorisera donc les vidéos, les images, les schémas, ainsi de suite. Hein. Peut-être vous voulez apprendre les temps verbaux en anglais. Vous avez des schémas là qui expliquent les temps verbaux, les pronoms personnels, avec des flèches, ainsi de suite. Non, il y a des personnes qui apprennent mieux comme cela. Et parlant des temps verbaux, j'ai fait une vidéo sur 5 temps verbaux, n'est-ce pas, très importants à maîtriser en anglais. Si vous ne l'avez pas vu, le lien dans la description. Jetez-y un coup d'œil après la vidéo d'aujourd'hui. Le deuxième type d'apprenant, c'est auditory learner. Hein, auditory. Si vous êtes ce type d'apprenant, c'est dire que vous favorisez plus l'audio, l'écoute. Hein. Et quand on est auditory learner, on aime bien les podcasts, on aime écouter des cours audio, ainsi de suite. Donc bref, c'est ce genre d'apprenant qui souvent, pendant le cours en classe, est très attentif, écoute religieusement l'enseignant. Si vous êtes ce type d'apprenant, c'est peut-être très maintenant vous êtes en train de m'écouter de façon religieuse et c'est super intéressant. Donc vous devez donc maximiser votre apprentissage sur ce style que vous préférez et orienter donc vos efforts pour voilà, tirer le maximum de votre préférence. Un autre type d'apprenant donc c'est le read and write. Read and write learner. If you are a read and write learner, it means that you like learning by reading, writing stuffs, here and there. La lecture, dans les livres, et ainsi de suite, la lecture, l'écriture, on aime écrire, on prend des notes et tout ça. Si vous êtes ce type d'apprenant, c'est que vous avez probablement un cahier, là maintenant, ou du moins c'est quelque chose pour noter, et vous avez déjà noté 2 ou 3 choses depuis que je suis en train de parler. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que vous êtes un read and write learner. On prend des notes, on lit, on note. Et c'est ainsi qu'on tire le meilleur de l'expérience d'acquisition de la langue. Et enfin, je ne sais pas si ce type d'apprenant peut, je ne sais pas comment, peut tirer le mieux de sa préférence pour ce qui est de l'apprentissage de l'anglais. C'est kinesthetic learner. Kinesthetic, c'est-à-dire le genre de personne qui aime apprendre en touchant, en palpant. Ça marche un peu plus avec des domaines un peu d'apprentissage plus pratiques. Hein. Peut-être à fabriquer une montre plutôt que de, voilà, un livre sur première étape, deuxième étape. Non, il veut toucher. Hein. Voici telle pièce, on met avec telle. Donc, kinesthetic learner. Bon, est-ce qu'on peut appliquer ça à l'apprentissage d'une langue? Je ne sais pas, très probablement. Vous m'en direz en commentaire. So, these are the 4 main learning styles. Maintenant, quelque chose d'important à préciser, c'est qu'on peut être plus d'un. Je veux dire, on peut avoir plus... how am I going to say that? What I want to say is that you can be more, you can be at the same time a visual learner and auditory learner, for example. So you can have 2 learning styles. So we don't just have one. Sometimes you can be a visual learner and an auditory learner at the same time. So you combine both of your preferences and you try to associate that to your language acquisition. Maintenant, lorsqu'on connaît donc le language skills, listening, speaking, reading, writing, et on associe ça avec, n'est-ce pas, la connaissance sur the different learning styles, on arrive, n'est-ce pas, à mieux se situer. La connaissance de language skills permet de savoir qu'est-ce que j'apprends en anglais. Ce que j'apprends, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ceci améliore mon speaking? Est-ce que ceci améliore mon writing, mon listening? Donc maintenant, vous devez être un peu plus méthodique et plus focused. Parce que vous savez, en chaque chose, on se dit, on doit se fixer des objectifs clairs. Et maintenant, donc, travailler dans le sens des objectifs que l'on s'est fixés. Donc, si j'apprends l'anglais, je me fixe des objectifs clairs. Au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, je dois être capable de faire ceci. Je dois être capable de m'exprimer par rapport à ceci. Je dois être capable de comprendre, n'est-ce pas, un programme ou je ne sais pas, une conversation au sujet de ceci. Donc, on se fixe des objectifs bien clairs. Et maintenant, donc, on mobilise un certain nombre d'activités qui vont nous permettre de remplir d'atteindre ces différents objectifs. Et maintenant, avec la connaissance donc de language skills, je sais que telle activité va dans le sens de telle chose. Telle activité améliore tel point. Donc, les choses deviennent un peu plus structurées et je sais ce que je fais et ce que ça m'apporte. Ça va m'éviter d'aller sur YouTube, on dit les 500 ceci les plus utilisés, bon, je vais là-bas. Parfois des trucs qui ne servent, bon, je vais pas dire absolument à rien,
mais dont l'utilité n'est pas super pratique. Voilà. Tous les temps verbaux en anglais, c'est super d'apprendre tous les temps verbaux en anglais, c'est génial. Mais personnellement, hein, et croyez-moi, je parle anglais tous les jours, il y a des temps verbaux que je n'utilise presque jamais. Donc, il faut favoriser le langage fonctionnel. Hein, ce qui est fonctionnel, ce que je vais utiliser de façon pratique. C'est justement pour ça que la vidéo sur les 5 temps verbaux peut justement beaucoup vous aider. J'étais dit un coup d'œil, je vous assure, c'est du lourd. Donc ça rend les choses méthodiques, n'est-ce pas, objectif. Bon, objectif ne va vraiment pas dans le sens de ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est avoir des objectifs et travailler, n'est-ce pas, dans le sens d'atteindre ces objectifs donc, de façon bien pratique. Et un point également très important à savoir, c'est bien sûr, vous pouvez faire un long, c'est-à-dire une bonne partie du chemin tout seul, n'est-ce pas, en autodidacte. Ça, c'est super et c'est vrai. Mais lorsque il y aura certains besoins pour lesquels vous avez besoin de quelqu'un, hein, si vous avez un ami anglophone, c'est super, c'est utile. Mais quand je dis vous avez besoin de quelqu'un, il y a des étapes où vous avez besoin d'un enseignant. Hein, de quelqu'un qui connaît les étapes, de quelqu'un qui connaît, bon, je ne vais pas trop parler de moi, mais pour prendre un exemple, aujourd'hui, quand j'enseigne des francophones, pas seulement des francophones, des espagnols aussi et tout ça, avec l'expérience, j'ai déjà, n'est-ce pas, je sais que, bon, ce francophone va avoir tel problème. Il va confondre telle et telle chose. Il va avoir un problème avec tel temps verbaux parce que tel temps verbaux, voilà, qui n'existe pas en français. Ou alors, il va avoir des difficultés à prononcer tel mot. Ça, c'est ce qui vient avec l'expérience de l'enseignement. Et à un moment, on a besoin de quelqu'un qui va un peu comme lire. Comment dire, quand on dit je lis en toi comme dans un livre. On a besoin de quelqu'un qui va nous lire, de quelqu'un qui connaît nos difficultés et qui sera capable de les je veux dire to address them. To address. En français, on va pas dire adresser, on va dire je laisse tomber. Donc, someone who is going to be able to address our difficulties because the person knows exactly what we need. That's very important at the same time. C'est pareil pour l'espagnol. À force d'enseigner des espagnols, voilà, je sais que bon, ils auront des difficultés à prononcer tel mot, tel son n'existe pas en espagnol, ainsi de suite. Donc, à un moment, on a vraiment besoin de quelqu'un qui va rendre notre apprentissage encore un peu plus solide. Et finalement, c'est quand on atteint déjà un niveau B1, voilà, B2, on a franchement besoin déjà de ça. Il y a un oiseau qui vient me cogner à la fenêtre depuis hier. Peut-être que je devrais le filmer pour vous faire voir. Donc voilà finalement ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Et je sais que si vous appliquez, n'est-ce pas, si vous prenez bonne note des différents éléments que nous avons abordés dans la vidéo d'aujourd'hui, vous m'en direz des nouvelles. Ça fera toute la différence. Bien, les bonnes choses ne durent pas éternellement. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. I hope that you enjoyed today's video. Please, don't forget to leave me a thumb up. Et bien sûr, pourquoi pas partager la vidéo avec toute personne qui a besoin finalement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement apprendre l'anglais de façon efficace, de façon effective. Merci beaucoup pour votre fidélité, elle m'honore. Je prends congé de vous, mais je vous donne rendez-vous dans la toute prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Question de ne pas manquer les vidéos à venir. You take care of yourself, my friend, and see you in the next video. Bye.